Pierre Aski est le grand témoin de 64 minutes. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Rue 89, chroniqueur à l'hebdomadaire français L'Obs, et vous êtes l'auteur de ce livre qui a aujourd'hui un écho tout particulier avec cette affaire Fillon, Le droit au bonheur, la France à l'épreuve du monde sur le malaise en France depuis des années. C'est aux éditions Stock. Tout d'abord, peut-être une réaction à ce à quoi l'on a assisté ce matin. François Fillon qui vient devant la presse annoncer lui-même qu'il va être mis en examen. Comment réagissez-vous? C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'un candidat va l'être. Mais ce qui est plus surprenant encore, c'est qu'il maintienne sa candidature, parce qu'il avait dit, et c'est un peu le cœur du problème aujourd'hui, il avait dit dans sa première réaction après les révélations du Canard enchaîné, si j'étais mis en examen, je me retirerais, je ne serais pas en mesure de poursuivre cette candidature. Aujourd'hui, il annonce qu'il va être mis en examen, mais qu'il maintient sa candidature. Et il hausse le ton, il parle d'assassinat, etc. Enfin, il a une sorte d'hyperbole du langage. Ça vous choque ce mot assassinat? Oui, parce que de même que ça m'avait choqué quand il avait parlé de quasi-guerre civile il y a quelques jours et de coup d'État institutionnel il y a encore quelques jours auparavant. Donc il essaye de passer en force en se disant, et ça je pense que c'est peut-être les conseils que lui prodigue Nicolas Sarkozy, qu'il a beaucoup consulté, en haussant le ton, en montrant les muscles et en jouant cette confrontation avec l'appareil judiciaire, il pourrait passer en force et finalement se faire respecter par son électorat. Et je pense qu'il risque de se passer exactement l'inverse et on voit que son propre camp a du mal à le suivre. Sans prendre aux magistrats, utiliser des mots comme coup d'État institutionnel, tout cela, parler parfois de complot aussi des médias, en quoi, selon vous, c'est un symptôme de notre époque, en tout cas en France? Ce qui est terrible, c'est que c'est le langage qu'emploie Marine Le Pen, la candidate du Front National, qui a elle aussi des problèmes avec la justice. Et elle emploie ces mots, mais elle est dans son rôle, elle est contre le système. Et donc elle un peu à la manière de Donald Trump aux États-Unis, ça. Et ça a payé. Et ses partisans la suivent parce qu'ils estiment effectivement qu'il y a des complots, qu'on veut l'empêcher d'arriver au pouvoir. Le problème de François Fillon, c'est qu'il représente l'establishment, il représente un parti traditionnel qui est un parti de gouvernement, que le président de la République est quand même le garant de l'indépendance de la justice et que l'homme qui, dans 2 mois, pourrait être le président de la République, aujourd'hui, traîne les juges et les magistrats dans la boue. C'est une défense qui n'est pas digne d'un homme qui a été Premier ministre et qui aspire aujourd'hui à être président. Une autre réaction ce soir, Catherine Vautrin, vice-présidente de l'Assemblée nationale, qui est membre du parti Les Républicains, demande dans un entretien accordé à l'agence France-Presse à François Fillon de retirer sa candidature. Elle en appelle au parti et à l'émergence d'un nouveau candidat. De mémoire de journaliste, vous en avez vu des campagnes électorales. Est-ce que c'est sans précédent? Oui, c'est sans précédent. On ne parle plus du fond. Hein. C'est sans précédent. Je pense que, surtout que on est dans une série d'événements sans précédent. Que ce soit le retrait de François Hollande, ça aussi c'est sans précédent. Un président sortant qui décide, qui n'est pas battu, qui décide de lui-même de ne pas aller devant les électeurs. Nicolas Sarkozy, président, une fois qui se fait battre au premier tour des primaires de son propre parti. On a une série d'événements sans précédent. Là, on est dans quelque chose qui... alors vous disiez tout à l'heure que mon livre faisait écho à cette situation, qui est effectivement les craquements d'une fin d'époque. Je pense qu'on vit véritablement une fin d'époque politique dans laquelle le vieux système a pris l'eau, ne passe plus, les pratiques politiques sont aujourd'hui à bout de souffle et les hommes qui, comme François Fillon, ne l'ont pas compris, parce que c'est un peu sa défense, tout le monde faisait ça, je regrette aujourd'hui, mais c'était comme ça, sont à côté de la plaque. Alors justement, dans votre livre, vous tentez, Pierre Aski, d'expliquer quel rendez-vous la France a raté avec elle-même. Quel est, selon vous, le point de bascule, le moment où la France a sombré dans le pessimisme? Je pense qu'il y a eu... on a 30 ans d'échecs dans ce pays, ne serait-ce que sur la question du chômage, sur la question des exclusions, sur la question des inégalités à la fois territoriales entre Français. Et dans ces 30 ans, il y a eu un moment où on a cru que les alternances politiques allaient permettre de résoudre les problèmes. Aujourd'hui, le vrai choc pessimiste des Français, c'est de constater que le changement politique ne suffit pas
à résoudre les problèmes, qu'on a une telle accumulation d'aveuglement et de rendez-vous ratés. Et vous le dites, pour la première fois depuis un siècle et demi, je dis bien un siècle et demi, les habitants, les Français sont conscients, en tout cas pensent vraiment que la génération à venir vivra moins bien que celle de ses parents. Mais oui, pendant longtemps, on a cru que c'était un mal français. On se rend compte aujourd'hui que cette cassure dans le pays, parce qu'on a deux France, on a une France qui gagne d'une certaine manière. Il y a une partie de la France aujourd'hui, les grandes métropoles, qui sont quand même tournées vers l'avenir et sont malgré tout optimistes. Et puis on a une France qui a été larguée par la mondialisation, par les chocs économiques des 2 dernières décennies. Mais on constate qu'il se passe la même chose aux États-Unis, qu'il s'est passé la même chose, c'était un peu une des grilles d'analyse du Brexit en Grande-Bretagne. C'est-à-dire qu'on a dans toutes nos sociétés du monde industriel aujourd'hui un essoufflement du système démocratique et un système politico-administrativo-économique qui n'arrive plus à englober, à inclure l'ensemble de la population. En France, on avait un contrat social qui était que l'État, en gros, ne laisserait personne au bord de la route. C'était ça le contrat social. Or, c'est de moins en moins vrai, parce que l'État n'a plus les moyens aujourd'hui de compenser, notamment dans les régions qui ont eu des échecs industriels, une désindustrialisation massive. L'État n'a plus les moyens de compenser. Et on rappelle pourtant que la France a été victime de nombreux attentats ces dernières années. On devrait se dire que les responsables politiques devraient prendre conscience des enjeux et de la mesure de ces enjeux. On a le sentiment que même au niveau des idées, l'esprit des Lumières en France n'est plus vraiment là, au-delà de mots creux que l'on répète, république, laïcité. On a le sentiment qu'en France, on n'est plus perçu comme ce pays berceau des Lumières. Et on a un problème que le climat politique ne permet pas de résoudre aujourd'hui. Et c'est un peu ce que j'essaie de montrer dans le livre. Il y a deux colères dans le pays. On est un pays qui a une grosse masse de gens en colère. Mais il y en a deux qui sont rivales et concurrentes. Il y a celle des exclus de la mondialisation, effectivement, tous ces gens qui se tournent plutôt vers le Front National aujourd'hui. Et puis la colère des banlieues, de cette partie de la population qui estime qu'on ne lui a pas fait une place dans la société française, qu'elle est victime de discrimination et de stigmatisation. Et qui avait sans doute aidé à la victoire de François Hollande, d'ailleurs. Hein. Et ces deux colères, on a l'impression qu'aucun candidat aujourd'hui n'est capable de parler aux deux et de faire que on se retrouve pour construire, pour sortir de la crise et pour essayer de construire ensemble. Moi, c'est un petit peu ça qui me fait peur sur la France d'aujourd'hui, c'est cette incapacité à parler aux deux. Et les deux pensent que chacun essaye de régler la crise sur le dos de l'autre. Et c'est cette fracture qui est aujourd'hui inquiétante en France. Et je pense que si on n'arrive pas à combler cette fracture dans les prochaines années, et ce sera le rôle du prochain président, c'est pour ça que cette élection est totalement chaotique et jusqu'à présent on n'a pas parlé du fond dans la campagne électorale. Cette élection elle est clé pour essayer de surmonter cet obstacle. Oui. Alors vous parlez notamment aussi de la politique étrangère de François Hollande. Vous dites quant au fameux chef de guerre, avec des guillemets, permettez-moi de tempérer l'enthousiasme qui saisit la tribu journalistique à l'évocation de nos exploits. La guerre en question, ce sont des opérations de police internationale. Vous avez été correspondant en Afrique du Sud, en Chine, au Moyen-Orient, région aujourd'hui on le sait très conflictuelle, la Syrie, l'Irak pour ne citer que ces deux pays. Comment la France peut-elle retrouver sa voix dans le monde au-delà justement de ces opérations de police? Le problème, ce que je dis dans le livre et c'est ce que soulignent quand même beaucoup de commentateurs, c'est que le bouton militaire c'est le seul qui reste au président de la République. C'est Dominique de Villepin qui dit cette phrase qui est cruelle et que la France a perdu l'intelligence politique qu'elle avait dans les affaires internationales. Alors, on se réfère souvent à l'âge d'or de Gaulle, de Mitterrand, qui ont été des périodes où, effectivement, la France avait un rôle, la France avait une capacité de proposition, de médiation. Elle avait l'écoute d'un certain nombre de pays et elle était capable de jouer. On se souvient, par exemple, de Mitterrand avec la question palestinienne, le rôle qu'il a joué avec Yasser Arafat, avant que les Israéliens et les Palestiniens commencent à se parler directement. De Gaulle, c'était aussi quelqu'un qui avait essayé de jouer un rôle entre l'Est et l'Ouest, qui avait quitté le commandement militaire de l'OTAN pour essayer d'être un médiateur, ou en tout cas un facilitateur dans ces relations internationales. Aujourd'hui, on a l'impression que la France, a choisi son camp en s'alignant sur les États-Unis,
paradoxalement, à un moment où les États-Unis commençaient à se retirer de leur rôle d'hyperpuissance, comme on disait dans les années 90, selon la formule d'Hubert Védrine. On a vu Nicolas Sarkozy puis François Hollande complètement collés à la politique américaine, et aujourd'hui on se retrouve face à un Donald Trump qui ne veut plus ni jouer ce rôle-là, ni même considérer que l'alliance avec les Européens est au centre de sa stratégie. Et donc, à mon avis, la France doit retrouver les moyens de son indépendance et les moyens de faire des propositions en Europe. Et je pense que l'Europe, quoi qu'on en dise, elle est décriée, elle a beaucoup de défauts, elle reste pour la France le seul vecteur possible aujourd'hui pour continuer à exister sur cette planète et pour défendre ses propres intérêts. Et pour finir, un mot peut-être sur ce très beau titre, le droit au bonheur, ça ne se décrète pas. Le président ou la présidente qui sera à l'Élysée dans quelques mois ne pourra pas décréter, ne pourra pas adopter une réforme qui décrète le bonheur. Pour vous, comment peut-il arriver au moins dans l'espérance, dans une capacité à croire en l'avenir pour les Français? Ouais, j'ai choisi ce titre d'abord pour ne pas être dans le déclinisme ambiant, parce que je ne crois pas au déclinisme. Je pense que la France garde des atouts, mais le principal atout qu'elle doit avoir et qui est le rôle d'un homme politique qui prétend présider ce pays, c'est de rassembler les gens, c'est de réunir les gens. Or, on voit que les fractures à l'intérieur de cette société sont profondes et que beaucoup de gens ont intérêt à attiser ces fractures, à attiser les rancœurs et les concurrences à l'intérieur du pays pour un résultat politique évident, alors que c'est exactement l'inverse si on veut que ce pays continue et retrouve la voie du bonheur. Merci beaucoup Pierre Aski d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde. Le droit au bonheur, la France à l'épreuve du monde, c'est aux éditions Stock. Merci d'avoir été avec nous.